présente rapidement. Moi, c'est Philippe. Je rentre en deuxième année de médecine. Et je vais vous donner un cours passionnant sur le cytosquelette. Passionnant. Alors, avant de commencer, juste quelques petits conseils pour cette année. Donnez-vous à fond. Donnez-vous à 100%. Donnez-vous corps et âme. Et si vous faites ça, vous sortirez de la B1 grandi, mature. Ce sera une expérience hyper enrichissante. Alors, par rapport à la bio, s'il y avait des matières à choisir sur lesquelles miser pour réussir, je vous conseillerais très fortement la bio parce que c'est une matière rentable. Rentable parce que plus on la travaille et plus on a des chances d'obtenir une bonne note à l'épreuve. Donc en fait, c'est proportionnel. Donc ça a l'air logique dit comme ça, mais ce principe, il s'applique plus ou moins bien selon les matières. Et en bio, en tout cas, ça marche. Alors la bio, c'est pas que du par cœur. Je dirais qu'il y a plus de réflexion même en bio que de par cœur. Vous apprenez votre cours en essayant de comprendre les grands principes. Et ensuite, les exos, bah là, ça va utiliser pas mal de réflexion. Alors, pour finir cette petite introduction, je vous dirais que cette année, vous allez vous faire déborder par les cours, par les TD, par les concours blancs, etc. Essayez de garder votre calme pour gérer au mieux ces situations de crise. L'organisation du temps en P1, il est primordial. Et surtout, aimer la biologie. Donc, on va parler du cours sur le cytomotosquelette. Juste pour situer l'action de notre début de cours, voilà le schéma d'une cellule eucaryote. Donc vous voyez, la membrane plasmique, le noyau, différents organites. Tous ces organites, vous les détaillerez dans l'année. Donc vous détaillerez tous ces organites au cours de l'année. Et ce qui va nous intéresser dans ce cours, c'est la structure proche du noyau, en dessous, d'où émanent des filaments qu'on appelle les microtubules. Et à l'intérieur, on a deux structures en sorte de cylindre qu'on appelle centrioles. Et le tout, ça forme le centrosome. Donc, notion de cytomotosquelette. Alors, je vais d'abord expliquer la notion de cytosquelette. Cytosquelette, vous décomposez le mot, ça donne squelette de la cellule. Et en fait, ce squelette de la cellule, vous pouvez le comparer à un squelette que vous connaissez déjà, le squelette osseux. Par exemple, le squelette de la cellule, il donne à la cellule sa forme. Une cellule peut être rectangulaire, triangulaire, ronde, etc. Et nos os, voilà, ils nous donnent notre posture en fait, notre squelette osseux. Le cytosquelette, il permet aussi les mouvements cellulaires, tout comme nos os en association entre eux, avec les muscles, avec les articulations. Il nous permet les mouvements. Alors, la définition du cytosquelette, c'est un ensemble de filaments protéiques qui parcourent le hyaloplasme. Filaments protéiques parmi lesquels microtubules, microfilaments d'actine, de myosine, microfilaments intermédiaires, on va tous les détailler. Donc pour illustrer rapidement cette définition, une photo d'une sculpture qui essaye de représenter l'intérieur d'une cellule. Donc vous voyez en fait l'intérieur d'une cellule, c'est hyper dense. Et on parle même, pour le cytosquelette, de charpente intrahyaloplasmique. Charpente, vous voyez, ces microfilaments là, on dirait des sortes de piliers qui soutiennent la structure de notre cellule. C'est pourquoi on parle de charpente. Hyaloplasme, c'est
la flotte dans laquelle trempent les organites dans notre cellule. Alors, une image de microscopie à fluorescence, ça va nous permettre de rappeler quelques éléments que vous avez vus en cours hier sur le cours des méthodes, hyper important, parce qu'il va vous servir toute l'année. En bleu, on a les noyaux qui sont marqués grâce au DAPI. Le DAPI, il colore l'ADN, et l'ADN, on le trouve dans les noyaux. Donc ça va nous permettre de localiser le noyau. En vert, les microtubules par immunomarquage. Immunomarquage, donc on utilise les anticorps avec lesquels on peut jouer sur la spécificité, la sensibilité. Et en rouge, nos microfilaments d'actine. Donc l'intérêt de cette microscopie, c'est que vous voyez du vert et du rouge partout. Partout dans votre cellule. Et donc ça vous montre que le cytosquelette, il est vraiment hyper important dans la cellule, il est presque omniprésent dans la cellule. On va commencer par les microtubules. Donc pour faire très simple, les microtubules, vous les imaginez comme des routes à l'intérieur de la cellule. Et tout comme les routes dans la vie réelle, avec les voitures et tout ça, eh ben, elles ne sont pas construites au hasard. Elles sont construites dans un but précis, pour par exemple amener un organite ou des vésicules d'un endroit à un autre précisément dans la cellule. Et nos routes, nos microtubules, ils ont un point d'origine, c'est le centrosome, et un point d'arrivée quelque part en périphérie de la cellule. Alors, nos microtubules, en plus de ça, ils sont polarisés. C'est-à-dire qu'ils ont une extrémité plus, cette extrémité plus en périphérie, et l'extrémité moins, constituée par le centrosome. Alors, ce qui est pas mal à retenir en rouge de la définition, c'est que ce sont des tubes creux qui émanent du centrosome, la structure qu'on a vue au début du cours. Donc cette image, en fait, il faut garder à l'esprit qu'une cellule, c'est une structure en 3 dimensions, et notre centrosome, ce serait une petite sphère proche du noyau, avec à l'intérieur donc 2 centrioles, et à la zone péricentriolaire, c'est-à-dire autour des centrosomes, les microtubules qui vont partir. Donc on rappelle que le centrosome, ça constitue l'extrémité moins, et la périphérie, c'est l'extrémité plus. Alors, comment sont constitués nos microtubules? 2 monomères de 2 tubulines, les tubulines alpha et les tubulines bêta. Donc, voilà une tubuline alpha, et voilà une tubuline bêta. Donc ces 2 monomères, ils vont se rassembler pour donner un dimère de molécules, de protéines. Et on peut préciser encore plus la nature de ce dimère, c'est un hétérodimère, parce qu'il est constitué de 2 protéines différentes. Ça aurait été 2 protéines identiques, on aurait parlé d'homodimère. Donc on a notre hétérodimère. Alors, en plus, dans cet hétérodimère, associé à chaque protéine, à chaque tubuline, on a une molécule de GTP. Une ici, une ici. Le GTP, c'est quoi? C'est un moteur en fait. Le GTP, il a un rôle de moteur. Voilà, son hydrolyse du GTP, c'est-à-dire que le GTP, on va le couper avec de l'eau. Et la cassure de cette liaison, elle va nous donner de l'énergie qu'on va pouvoir utiliser dans une dynamique.
dans la dynamique des microtubules. Donc à la fin de cette réaction chimique, on obtient ça. Assieds-toi. Donc en fait, pour illustrer, dans un épisode de Bob l'éponge par exemple, on a Plancton à un moment qui est énervé, qui casse absolument tout en deux, et il arrive au niveau de la molécule, de l'atome. Et l'atome, il le casse en deux, et qu'est-ce que ça fait? Une explosion. Cette explosion, en fait, c'est une libération d'énergie. Eh bien, l'hydrolyse du GTP, c'est exactement la même chose. On casse la liaison entre nos deux phosphates, on obtient de l'énergie qu'on va pouvoir utiliser dans la dynamique des microtubules. Voilà. Alors, vous remarquez aussi, dans notre hétérodimère, que seule la molécule de GTP de bêta est accessible. Seule la molécule de GTP de bêta est hydrolysable. Donc la tubuline bêta est une GTPase. Elle a une activité GTP-asique. Alors que le GTP de alpha, il est emprisonné dans notre dimère, il n'est pas accessible, il n'est pas hydrolysable. Alors on continue le mécanisme. On a notre dimère. Et bien ensuite, on continue. On rajoute d'autres dimères. On rajoute d'autres dimères. Et on n'oublie pas que notre microtubule, il est polarisé, avec la tubuline alpha du côté moins et la tubuline bêta du côté plus. Et donc nos hétérodimères qui continuent à s'assembler, ça nous donne un protofilament. Et ensuite, 13 protofilaments, 13 c'est à retenir par pour les microtubules, 13 protofilaments, ils vont nous donner notre microtubule. Donc je dessine les 13 protofilaments. Et ce schéma, il nous permet d'insister, de revenir encore une fois sur la définition du microtubule, qui est un tube creux. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Alors, on commençait déjà à évoquer la notion de dynamique des microtubules en parlant du GTP. On disait que son hydrolyse, elle fournissait une énergie qui pouvait être utilisée dans la dynamique des microtubules. Alors, deux catégories de microtubules. Les stables, exemple les centrioles. Les centrioles, c'est les structures qu'on retrouve à l'intérieur de notre centrosome. Et les axonèmes des cils et des flagelles. Alors pour ça, est-ce que vous pouvez visualiser un spermatozoïde avec sa queue qui bouge comme ça? Eh bien, en gros, la queue du spermatozoïde, c'est à peu près pareil que les axonèmes des cils et des flagelles. Et la partie la plus intéressante, les microtubules labiles, c'est la plus grande majorité. Eux, ils sont en état d'instabilité dynamique. On va revenir sur cette notion super importante. Donc on va revenir sur cette notion. Et avant ça c'est mal marqué sur le poly. Donc attention, prenez des notes. Je vais vous expliquer les phénomènes de poly et dépolymérisation. En fait, ces deux phénomènes, ils s'expliquent par deux autres phénomènes, on peut dire, par deux phénomènes en compétition qui sont l'hydrolyse du GTP et l'ajout d'hétérodimères de tubuline. Alors, l'hydrolyse du GTP, en fait, ça
ça permet d'avoir de l'énergie pour la dynamique des microtubules, mais en fait, l'hydrolyse du GTP, ça va affaiblir les liaisons entre nos hétérodimères. Donc on suppose qu'on a un microtubule. Voilà. On hydrolyse le GTP. L'hydrolyse du GTP affaiblit les liaisons entre les hétérodimères. Du coup, une fois qu'on a hydrolysé notre GTP, les hétérodimères ils vont se détacher de notre microtubule et notre microtubule il va se raccourcir. Donc l'hydrolyse du GTP favorise la dépolymérisation du microtubule. Et en fait, la polymérisation, ça s'explique lorsque l'ajout d'hétérodimères de tubuline a lieu plus rapidement que l'hydrolyse du GTP. Donc en fait, c'est deux phénomènes en compétition. Et la dépolymérisation, c'est le contraire. C'est quand l'hydrolyse du GTP a lieu plus rapidement que l'ajout d'hétérodimères. Voilà. Alors, les conditions favorables à la polymérisation. Donc, présence de tubulines alpha et bêta, normal, puisque c'est les constituants de base pour nos microtubules. GTP à proximité, coiffe GTP. Alors, coiffe GTP, on suppose qu'on a un microtubule qui est en condition favorable à la polymérisation. Voilà, il polymérise notre microtubule. Et on remarque là, les molécules de GTP, elles forment en quelque sorte un rab. Mais on ne dit pas rab, on dit coiffe GTP. Donc coiffe GTP, en fait, c'est un signe que notre microtubule est en train de polymériser. Enfin, MAPS stabilisatrice. MAPS, c'est une abréviation pour l'anglais. Microtubule Associated Proteins. Oh yeah! Donc pour ceux dont je n'aurais pas transcendé l'esprit, la version française, c'est protéines associées aux microtubules. Protéines associées aux microtubules qui stabilisent les microtubules. Et en chinois? Non, je ne sais pas. Alors, dernière condition, milieu pauvre en calcium. Voilà, donc la polymérisation, je le répète, c'est lorsque l'ajout d'hétérodimères de tubuline a lieu plus rapidement que l'hydrolyse du GTP. Condition favorable à la dépolymérisation, c'est simple, c'est exactement le contraire. Absence de tubuline alpha et bêta, donc nos constituants de base des microtubules ne sont pas présents. On s'imagine ce qui va arriver à nos microtubules. Pas de GTP. MAPS déstabilisatrice cette fois, donc des protéines qui vont déstabiliser notre microtubule, comme les catastrophines. À retenir, ça peut être une question de cours, ça revient souvent dans les exercices. Et un milieu riche en calcium. Alors, on répète, la dépolymérisation, elle a lieu quand l'hydrolyse du GTP qui affaiblit les liaisons entre nos hétérodimères, lorsque l'hydrolyse du GTP est plus rapide que l'ajout d'hétérodimères. Maintenant, vous avez toutes les clés pour comprendre le phénomène super important d'instabilité dynamique. L'instabilité dynamique, en gros, c'est l'alternance entre la poly et la dépolymérisation. Donc on suppose que notre microtubule, il est en condition favorable, il polymérise. Voilà. Il polymérise, du coup, l'ajout d'hétérodimères a lieu plus vite que l'hydrolyse de GTP. On a notre coiffe GTP. Et voilà. On arrive ensuite, notre microtubule, il arrive dans une zone de la cellule où il n'y a plus de tubuline alpha et bêta, par exemple. Du coup, on va passer en condition défavorable.
à la polymérisation, en conditions favorables à la dépolymérisation. Ça commence par l'hydrolyse de notre coiffe GTP. L'hydrolyse du GTP, qu'est-ce que ça fait? Ça affaiblit les liaisons entre les hétérodimères. Donc, nos hétérodimères de tubuline, ils vont se détacher du microtubule. Celui-ci va se raccourcir. C'est la dépolymérisation. La dépolymérisation a lieu lorsque l'hydrolyse du GTP est plus rapide que l'ajout d'hétérodimères. Alors maintenant c'est simple, in vivo, à différencier de in vitro. In vivo c'est dans les conditions de vie cellulaire, c'est ce qui se passe réellement à l'intérieur de la cellule. In vitro, c'est par exemple quand vous faites votre expérience dans un tube à essai, ça ne reflète pas forcément les conditions de vie cellulaire. Ce n'est pas forcément ce qui se passe au sein de la cellule. Donc in vivo, dans notre cellule, l'extrémité moins, constituée par le centrosome, elle est stable. Normal, parce que le centrosome, c'est une zone riche en tubuline, riche en GTP, et avec des maps stabilisatrices. Alors, ce qui est pas mal à retenir sur cette diapo, c'est les complexes annulaires de gamma-tubuline, ou gammateur. Complexe annulaire, parce que ça a une forme d'anneau. Donc, en fait, on est au niveau de notre centrosome, et à la zone péricentriolaire du centrosome, c'est-à-dire autour des centrioles du centrosome, on a des anneaux de gamma-tubuline. 13 gamma-tubulines qui forment un anneau. Et cet anneau, c'est littéralement la base de nos microtubules. C'est le socle de nos microtubules. C'est à partir de cet anneau de gamma-tubuline que les hétérodimères de tubuline alpha et bêta vont se poser et donner le microtubule. Donc notre anneau de gamma-tubuline au niveau de la zone péricentriolaire du centrosome constitue la base de notre microtubule. Alors, c'est un détail à retenir, et ça pourrait tomber dans un test par exemple. Donc ça c'est exactement ce que je viens de dire. On a les centrioles à l'intérieur de notre centrosome, et à la zone péricentriolaire, voilà, les petits ronds là, c'est nos anneaux de gamma-tubuline, à partir desquels nos microtubules vont s'allonger. In vivo de l'autre côté, extrémité plus, vous connaissez déjà le phénomène, c'est l'instabilité dynamique. Donc l'alternance entre poly et dépolymérisation. Alors ce graphe, il nous montre la vie moyenne d'un microtubule. Ça veut dire qu'on a des microtubules qui peuvent vivre plus longtemps, des microtubules qui peuvent partir plus tôt. Ça, c'est la moyenne. Donc, normal, on part du centrosome, donc c'est une zone riche en tubuline alpha, bêta, etc. Le microtubule va s'élonguer. Ensuite, il arrive dans une zone de la cellule, par exemple, pauvre en tubuline alpha et bêta, ça va être la catastrophe, il va se dépolymériser. Et notre microtubule, il se dépolymérise et retombe dans une zone de la cellule où c'est favorable à la polymérisation. Et là, il va se repolymériser encore une fois, c'est la sauvetage, c'est le sauvetage. Et dernière chance, il va finir par dépolymériser complètement, c'est la fonte rapide. En plus, sur cette diapo, ce qu'il y a à retenir, très important, la durée de vie d'un microtubule en moyenne, 10 minutes. Alors, les MAPS, on les a évoqués pour les MAPS stabilisatrices, les MAPS déstabilisatrices, comme la catastrophine. Eh bien, en fait, c'est des protéines à activité ATP-asique. Donc, ATP, à ne pas confondre avec GTP, c'est un piège classique dans les exos, mais l'ATP, en fait, c'est exactement le même principe que le GTP. Son hydrolyse, elle va nous donner une énergie qu'on va pouvoir utiliser dans une dynamique. Et cette dynamique-là, elle sera beaucoup plus simple. Les MAPS motrices. Alors,
on rappelle les microtubules. Il faut les imaginer comme les routes de notre cellule. Et les voitures qui vont rouler dessus, c'est nos MAPS motrices. C'est par exemple les kinésides et les dynéines. Donc ce sont des MAPS, elles sont à activité ATPasique. Alors, les kinésines, par cœur, elles se déplacent de moins vers plus. Les dynéines, par cœur, se déplacent de plus vers moins. Donc ce sont nos voitures qui vont pouvoir transporter, par exemple, des organites, des vésicules, en roulant sur nos microtubules. Alors, un moyen mnémotechnique qu'on m'a demandé de vous donner, un peu vulgaire, c'est je sors niquer, je rentre dîner. Pour illustrer ça en fait. On suppose que ça c'est la maison, ça c'est le centrosome. Et ça, le sol là, c'est les microtubules. Et bonjour, moi, je suis Monsieur Kinési. Je suis Monsieur Kinési. Alors, donc je suis Monsieur Kinési. Je suis à activité ATPasique, je suis une MAP et je vais transporter des vésicules. Et voilà, donc hydrolyse de l'ATP, j'avance. Hydrolyse de l'ATP, j'avance. Hydrolyse de l'ATP, j'avance. Et c'est quoi la phrase en fait? C'est je sors niquer. Et en fait, niquer c'est quoi? C'est le verlan pour kinésie. Voilà. Et ensuite, dynéine, c'est exactement le contraire, sauf que voilà, c'est dans l'autre sens, je rentre dîner. La dynéine, elle ne marche pas forcément à reculons. Voilà. Donc, en gros, à retenir par cœur le sens de la kinésine, le sens de la dynéine. Et en fait, c'est les voitures qui vont rouler sur nos microtubules. Donc en vrai c'est ça. Les dynéines et les kinésines. Qui vont fonctionner avec l'hydrolyse de l'ATP. Alors, une petite application qu'on peut retrouver dans les exercices, par exemple. À gauche, on a notre cellule témoin avec l'appareil de Golgi, qui est un organite regroupé autour du centrosome. À droite, on utilise un inhibiteur des microtubules. Donc, le nom l'indique. Nos microtubules ne seront pas accessibles, ne seront pas utilisables, ils seront inhibés. Donc la cellule à droite, les cellules à droite sont traitées par des inhibiteurs de microtubules. Et qu'est-ce qu'on observe? Quand on traite nos cellules avec des inhibiteurs, les points verts, là, les flèches, qui représentent l'appareil de Golgi, c'est absolument dispersé partout dans la cellule, tandis que dans notre cellule témoin, l'appareil de Golgi est regroupé autour du centrosome. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Très simplement. Alors, très simplement, on peut en déduire que notre appareil de Golgi, il utilise les microtubules pour bouger dans la cellule. Et plus particulièrement, quelle MAPS motrice, quelle voiture il va utiliser? Celle qui se déplace de la périphérie vers le centrosome, donc la dynéine. Voilà une liste d'inhibiteurs des microtubules à connaître par cœur. Par cœur, avec les couleurs. Dans chaque exercice concernant le cytosquelette, eh ben, vous allez voir les inhibiteurs, et ils ne seront pas forcément détaillés, hyper important. Taxol, qui se fixe à nos microtubules, les stabilise mais bloque leur fonction motrice. Vinbastine, vincristine, elles rendent les tubulines alpha et bêta insolubles. Donc si nos constituants de base des microtubules ne sont plus accessibles, on s'imagine ce que vont devenir les microtubules. Colchicine, colsémide-noconazole, cette fois, il se fixe aux hétérodimères de tubulines. Et une fois que ces hétérodimères de tubulines sont recrutés,
la polymérisation du microtubule est bloquée. On passe aux autres filaments, microfilaments. Alors, microfilaments d'actine. Leur description, si vous voulez retenir simplement, c'est quasiment le contraire de la description des microtubules. Ce sont des cylindres pleins cette fois, polarisés, mais pas de centre de nucléation, comme le centrosome. Ils sont plus nombreux que les microtubules. Et en image, la disposition du réseau d'actine selon l'état de mobilité de la cellule. Donc à gauche, on a une cellule immobile. Et lorsque notre cellule ne bouge pas, elle est immobile, on observe que notre réseau d'actine, il donne des fibres de tension. Alors sur la diapo, il y a une fixation. Fixation, dans le cours 1, on a vu que c'est tuer la cellule pour pouvoir l'observer plus facilement. Et bien là, on ne tue pas la cellule, c'est simplement que la cellule est immobile. Ensuite, si on repique la cellule, donc si on prend notre cellule et qu'on la met sur un nouveau milieu, on observe ces structures. Ces structures qu'on appelle géodomes. Les microfilaments d'actine vont former ces géodomes. Et enfin, sur une cellule en mouvement, le réseau d'actine sera diffus. Alors, ça marche toujours de la même manière. Comment se construit notre actine, nos filaments d'actine? D'abord, des monomères d'actine G. G pour globulaire. Donc nos monomères d'actine G, ils vont se polymériser pour donner un filament, une actine F, une actine filamenteuse. Et notre actine filamenteuse, elle est polarisée aussi. Les monomères d'actine G sont à activité ATPase. Donc la dynamique dans notre microfilament d'actine, ce sera grâce à l'ATP, grâce à son hydrolyse. Alors, ce qu'il y a d'important à retenir encore, c'est que l'extrémité plus de nos microfilaments d'actine, elle sera plus dynamique que l'extrémité moins. Phénomène de tapis roulant d'actine. Hyper important. Ça va nous servir à expliquer la suite du cours. Donc, vous savez tous comment ça fonctionne, un tapis roulant sur lequel on fait son jogging. Donc le tapis, il tourne comment? Il tourne comme ça. Le tapis roulant d'actine, c'est totalement la même chose. Totalement la même chose. Donc je dessine un microfilament d'actine. Donc c'est des actines G qui sont polymérisées pour donner une actine filamenteuse F. Polarisée, bien sûr. Alors je colorie un monomère d'actine G qui va me servir de point de repère. Eh bien, supposons qu'on est au temps T0, au temps T1, ça va nous donner ça. Donc vous voyez la différence. Du côté moins, on a une actine G qui est partie. Du côté plus, on en a une qui est apparue. Un temps T2, c'est la même chose. Voilà, donc ça continue. Et en gros, le geste, qu'est-ce que c'est? C'est pareil que le tapis roulant. C'est ça. C'est exactement comme un tapis roulant. Pourquoi on lui donne le nom de tapis roulant d'actine? Alors, une petite liste de protéines à apprendre par cœur. Les protéines d'ancrage, comme par exemple la vinculine, l'alpha-actinine, ce sont des protéines qui vont lier le réseau d'actine
à la membrane plasmique. Protéines de fasciculation, comme la gelzoline, la viline, l'alpha-actinine et la fibrine, dans des conditions de faible concentration de calcium. Elles vont organiser notre réseau d'actine de manière à rendre les filaments d'actine parallèles. Une petite image pour illustrer. Donc vous voyez nos microfilaments d'actine en bleu. Ils vont être reliés à la membrane plasmique par des complexes de protéines, dont quelques-unes qu'on a citées. Alors, protéines de réticulation et de fragmentation, c'est simple. Vous imaginez les microtubules, on disait que c'était nos routes sur lesquelles roulent nos voitures, que sont les dinéines et les kinésines. Eh bien, en fait, on suppose que nos routes, nos microtubules, nos routes, elles soient en terre. Et donc, quand il pleut, ça va être boueux. Nos voitures, elles vont rouler lentement, le trafic va être ralenti. Et quand il fait beau, pas de problème, le trafic sera fluide. Alors en fait, ce qui correspond à la pluie, c'est la réticulation. Les protéines comme la filamine, ils vont organiser notre réseau d'actine de manière à rendre le hyaloplasme visqueux. Et dans ces conditions, on parle de cytogène. Quand c'est visqueux, le trafic va être ralenti. C'est comme s'il pleuvait sur nos routes en terre, ça va devenir boueux, le trafic est ralenti. Fragmentation, c'est quand il fait beau. C'est en condition de concentration de calcium élevée. La gelzoline, elle va fragmenter le réseau d'actine. Le hyaloplasme sera fluide, on parlera de cytosol. Et là, le trafic est fluide. Alors, seulement 2 inhibiteurs pour nos microfilaments d'actine. La cytokinase se fixe à l'extrémité plus des microfilaments d'actine et bloque la polymérisation. Alors, en plus de ça, vous rajoutez que ça, c'est seulement en condition in vitro. Parce que in vivo, ça provoque la contraction des anneaux d'actine. Éphalloïdine, c'est bien expliqué sur la diapo. Les microfilaments de myosine, ça va être rapide. C'est la myosine de type 2 qui nous intéresse surtout. Vous pouvez retenir dès maintenant, parce que c'est une question de cours fréquente, que la myosine de type 2, elle est composée de 2 chaînes lourdes et de 4 chaînes légères. Alors, la myosine de type 2, elle s'associe à l'actine et elle est à activité ATPasique. Donc, elle s'associe de cette manière au filament d'actine. Au milieu, on a 2 filaments de myosine 2 en contact avec les filaments d'actine. Ce sont les têtes globulaires de la myosine 2. Ces têtes sont à activité ATPasique. Et donc, si ma main, ça représente les têtes globulaires de l'actine, quand il va y avoir hydrolyse de l'ATP qui va nous donner de l'énergie, les têtes vont se replier et tirer le filament d'actine. Et en bas, c'est la même chose dans l'autre sens. Et en fait, vous connaissez tous ce phénomène. Ça explique les contractions musculaires. Les microfilaments intermédiaires. Alors, au début du cours, je disais que le cytosquelette, ça donnait à la cellule sa forme. Voilà. Et bien en fait, c'est plus particulièrement les microfilaments intermédiaires qui vont jouer ce rôle. Ce sont les tubes pleins, insolubles et stables, et contrairement aux autres, non polarisés. Donc ce sont eux qui vont donner à la cellule sa forme. Et par exemple aussi, ce sont eux qui vont maintenir le noyau au centre de la cellule, par exemple. Et si on n'avait pas ces microfilaments intermédiaires, le noyau, il voyagerait partout dans la cellule. Alors, encore une petite application qu'on peut retrouver dans les exos. C'est exactement presque la même chose que tout à l'heure. À gauche, notre cellule témoin. On voit que les microfilaments intermédiaires sont étendus dans toute la cellule. À droite, par exemple, on ajoute un inhibiteur des microtubules. Et qu'est-ce qu'on observe? Que les microfilaments intermédiaires sont rétractés autour du noyau. Donc, très simplement, qu'est-ce qu'on peut en déduire?
Alors, on peut en déduire, en fait, c'est pareil que tout à l'heure, que nos microfilaments intermédiaires, ils vont utiliser les microtubules pour s'étendre dans la cellule. Et quelle masse motrice, plus particulièrement, quelle voiture? Ce seront celles qui iront du centre vers la périphérie, donc les kinésines. Alors ça, vous comprenez comment ça marche maintenant. Pour nos microfilaments intermédiaires, deux monomères se rassemblent, donnent un dimère. Deux dimères se rassemblent, donnent un tétramère. Les tétramères s'assemblent entre eux pour donner un protofilament. Et cette fois-ci, 8 protofilaments donneront un microfilament intermédiaire. Un seul inhibiteur pour nos microfilaments intermédiaires, c'est l'urée. Alors, dernière partie du cours. Donc, encore un peu d'effort. Vous connaissez tout en plus. C'est la partie la plus intéressante et aussi la plus délicate. Les mouvements, d'abord intracellulaires, et les mouvements de la cellule sur son support ou de la cellule dans son milieu. Les mouvements intracellulaires, vous connaissez déjà tout. Ça utilise tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Sur nos microtubules qui constituent les routes, on va avoir nos voitures, les kinésines et les tinéines, qui vont porter des organites, des vésicules et qui vont voyager sur nos microtubules. Nos microfilaments d'actine qui vont jouer la météo. Donc, quand il pleut, cytogène, le trafic est ralenti. Quand il fait beau, cytosol, le hyaloplasme est fluide, le trafic est normal. Et enfin, dernier mouvement intracellulaire, c'est par exemple l'interaction entre l'actine et la myosine qui nous permettent les contractions musculaires. Alors, dernière partie, les mouvements de la cellule dans son milieu. Alors, par exemple, nous, ce qu'on va étudier, c'est le mouvement amybien. Il y a d'autres mouvements, comme par exemple la queue du spermatozoïde. Ça, c'est un mouvement flagellaire. Alors, le mouvement amybien, mode de déplacement de la cellule sur son support, sur la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire, ce n'est pas un concept hyper clair. Je vais prendre l'exemple des humains. On est des organismes pluricellulaires. On est constitué en fait de milliards de cellules. Et donc vous imaginez que quand une cellule, elle bouge dans notre corps, ce sera par rapport à d'autres cellules. Donc on suppose qu'on est dans une partie du corps. Voilà, avec des cellules. Et ces cellules, elles sont actives. Elles sécrètent à leur surface, par exemple, des protéines, du fluide, un tas de choses. Un tas de choses à leur surface. Et ça, c'est la cellule qu'on observe qui veut bouger. Et bien cette cellule, elle va se déplacer sur cette surface, sur toutes ces choses-là. Et ça, en fait, en gros, c'est la matrice extracellulaire. Alors, 3 phases pour notre mouvement. La protrusion, l'attachement et la traction-rétraction. La protrusion. La protrusion, alors, on suppose qu'on regarde de profil une cellule qui ne bouge pas, une cellule qui ne bouge pas, immobile. De profil, on va observer ça en rond. Et par contre, une cellule qui bouge, en mouvement amybien, qui veut avancer, ça va donner un profil comme ça. Donc plus allongé. Et en fait, ça s'explique parce que la cellule, elle se projette vers l'avant pour avancer. De haut, ça donne, pour une cellule normale, un truc comme ça. Pour une cellule qui avance, quelque chose comme ça. Et en fait, les doigts de pied, là, c'est la projection de la cellule vers l'avant.
Et ces structures, on les appelle les filopodes ou lamellipodes. Et en fait, comment ça s'explique ce phénomène de projection de la cellule vers l'avant? C'est avec ce qu'on a déjà expliqué tout à l'heure, le tapis roulant d'actine. Le tapis roulant d'actine, en avançant, il va projeter notre cellule vers l'avant et créer ces filopodes, ces lamellipodes qui sont synonymes. Ça, c'est la phase de protrusion. Et tout ça, bien sûr, c'est en condition de cytosol, en condition de fluidité hyaloplasmique. Deuxième phase, l'attachement. Alors, notre cellule, elle a avancé, elle veut conserver sa progression, elle va s'attacher. Alors, l'attachement, il commence par la réticulation du réseau d'actine. On passe en cytogène, on fige tout pour conserver la progression. Ensuite, la cellule, à la surface de sa membrane plasmique, avec des récepteurs qu'on appelle intégrés, elle va se fixer à la matrice extracellulaire, aux protéines de la matrice extracellulaire, comme la fibronectine et le collagène. Donc, pour illustrer, si j'étais une cellule, et que je veux avancer, je veux aller loin dans la vie, voilà, je veux avancer, condition cytosol. Le tapis roulant d'actine, il me projette des parties de moi vers l'avant. Et ensuite, pour conserver ma progression, je vais tout figer, je passe en condition de cytogène, et avec les récepteurs intégrines, je vais m'accrocher à des protéines de la matrice extracellulaire comme la fibronectine ou le collagène. Et en fait, ça constitue une plaque d'adhésion. Ça constitue une plaque d'adhésion. Enfin, dernière étape, la traction-rétraction. Alors, on a notre cellule qui avance, nous. On va dire que c'est un temps T0, ça. Et un temps T1, par exemple, ça donnera ça. Et un temps T2, ça va donner ça. Donc on voit qu'en fait, la cellule en avançant, ce qui constituait au départ notre front de progression, ça va passer à l'arrière de la cellule. Ça va constituer l'arrière de la cellule. Et au niveau de notre front de progression, qu'est-ce qu'on avait par exemple? Des intégrines qui nous permettaient la phase d'attachement. Du coup, ces intégrines ici, elles vont se retrouver à l'arrière de la cellule. Mais on va les recycler pour qu'elles reservent à nouveau. Et ça utilise un système que vous connaissez tous. C'est ce qu'on a détaillé tout au long du cours. Ça utilise la voie des microtubules. Donc, dans un premier temps, nos intégrines à l'arrière de la cellule, elles vont utiliser nos voitures. D'abord, celle qui ramène au centre de la cellule, c'est la dynéine. Et ensuite, à partir du centrosome, les kinésines vont prendre le relais pour expédier les intégrines au nouveau front de progression. Et ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'exocytose dirigée. Alors, pour récapituler ces trois étapes, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans cet amphi courageux pour venir faire mon assistant? Quelqu'un de courageux, s'il vous plaît. Exemple, toi au fond, toi tout au fond de vous, puisqu'on n'a pas de volontaire. Alors, tu vas
va illustrer en fait les 3 étapes. En fait, c'est comme un mouvement de bras. Attends, tu vas le faire au ralenti, je vais te stopper. Commence la brasse. Stop. Ok. Donc ça, en fait, c'est notre protrusion. Son corps, il est projeté vers l'avant. C'est les filopodes, les bras. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, on va essayer de conserver notre progression. Et donc, on va s'attacher avec les récepteurs intégrines aux protéines de la matrice extracellulaire, comme la fibronectine ou le collagène. Et ensuite, ce qui constituait notre front de progression, il va passer à l'arrière. Ok. Et ensuite, l'arrière. À l'arrière, on a par exemple nos intégrines qui vont être recyclées par exocytose dirigée et repartir vers l'avant. Non? Okay. Donc tu continues le geste en fait. Voilà. Et c'est comme ça que la cellule avance. Ok. La brasse. C'est quoi ton prénom? Merci Rafi. Merci Rafi. Donc, 3 petits schémas pour terminer nos diapos qui vont récapituler tout le cours. Alors, d'abord, la phase de protrusion. En 1, qu'est-ce que ça pourrait être? En 1, ce serait le front de progression. En 1, donc, le front de progression. Vous pouvez compléter la légende, en fait. En 2, les filopodes ou lamellipodes. Donc, c'est notre cellule qui se projette vers l'avant. En 3, on l'a un peu moins vu, mais bon, c'est l'anneau contractile d'actine. En 4, vous connaissez, c'est le tapis roulant d'actine en 4. Et en 5, ça nous montre, en fait, les conditions de fluidité hyaloplasmique, le cytosol. Deuxième étape, on conserve la progression, c'est la phase d'attachement. On fiche tout, du coup. En 1, c'est le cytogel, condition de viscosité hyaloplasmique. En 2, c'est nos récepteurs intégrines qui vont nous permettre de nous attacher en 3 aux protéines de la matrice extracellulaire. Tu peux recommencer, s'il te plaît? Alors, en 1, numéro 1, front de progression. Numéro 2, filopode ou lamellipode. En 3, anneau contractile d'actine. En 4, tapis roulant d'actine. En 5, cytosol. La phase d'attachement. En 1, viscosité hyaloplasmique, donc cytogel. En 2, les récepteurs intégrines qui vont nous permettre de nous attacher aux protéines de la matrice extracellulaire en 3. Donc protéines comme la fibronectine ou le collagène. Dernière phase de la cellule, traction-rétraction. Donc en 1, c'est la structure qu'on a expliquée au départ du cours. C'est le centrosome, à partir duquel vont émaner les routes, les microtubules. En 2, nos vésicules d'exocytose, qui contiennent par exemple les intégrines qu'on va recycler pour réexpédier vers les nouveaux fronts de progression. Et en 3, c'est nos récepteurs intégrines qui sont internalisés dans des vésicules. Vésicule, si je t'attrape, je t'encule! Bien fort. Et en 4, c'est nos voitures. C'est par exemple la kinésine, la dynéine. Et en 5, c'est les routes, donc nos microtubules. Le cours n'est pas fini.
je vous montre une petite vidéo. Donc un peu de silence s'il vous plaît, la musique elle est super bien. Voilà, alors je vais vous passer la vidéo rapidement, vite fait, et ensuite je vais la repasser pour vous expliquer certains phénomènes. Alors je reprends doucement la vidéo pour que vous voyez vraiment. De toute façon, la vidéo, vous avez le nom en haut à gauche, là, vous pourrez la revoir chez vous. Donc on reprend, vous voyez là, des microfilaments qui polymérisent, mais ce ne sont pas nos microtubules, puisqu'on sait que nos microtubules, ils sont creux. Donc voilà, ça se polymérise. En fait, ça forme les réseaux d'actine, vous voyez. Ça, c'est la protéine de fascicule de fragmentation qui va scier en conditions de calcium fortes et qui va détruire notre réseau d'actine pour favoriser un hyaloplasme fluide, des conditions de cytosol. Ça, c'est notre microtubule. Vous voyez que c'est creux à l'intérieur, donc 13 protofilaments pour donner un microtubule. Et notre microtubule qui dépolymérise. Ça, c'est notre kinéine ou kinésine, vous voyez, qui transporte une très grosse vésicule en marchant sur les microtubules. Voilà. Donc, vous voyez ici le centrosome, là, le petit rond au milieu, avec à l'intérieur nos deux centrioles. Et voilà, la suite de la vidéo. Vous avez le nom de la vidéo, donc vous la verrez chez vous. Le cours est fini. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Passez à la paillasse.